Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le système on chip Zinc 7000. C'est un produit de chez Xilinx. On va s'intéresser aujourd'hui au flux de développement avec le logiciel Vivado et ensuite on verra ce qu'on trouve à l'intérieur de ce Zinc. Bien donc, le flux de développement pour commencer. Donc ce flux de développement, le voici. En bref, il s'agit en fait d'un environnement de développement de Xilinx pour les FPGA et les SoC de la marque, un système on-chip de la marque, qui permet de cibler les composants à partir de la série 7 de chez Xilinx. On trouve deux entités essentielles pour le développement matériel. Une entité qui s'appelle Vivado HLX, qui permet de réaliser du développement de modules IP, de propriété intellectuelle, à partir du langage VHDL, Verilog ou de schéma. Donc ça, c'est quelque chose d'usuel qu'on a déjà pu rencontrer par exemple avec ISE. On a également la possibilité d'utiliser Vivado HLS pour pouvoir implémenter des modules de propriété intellectuelle, cette fois-ci avec le langage C. A priori, on est en terrain connu avec cette possibilité-là. Et bien sûr, on peut utiliser d'autres outils, et un de ces outils, c'est par exemple MATLAB. Donc à partir de MATLAB, à partir d'une description en langage C, on va obtenir un code VHDL correspondant. Ce code VHDL, il est packagé dans un IP, et c'est cet IP que je peux utiliser ensuite dans Vivado HLX pour pouvoir réaliser mon projet complet. Alors je passe sur toutes les étapes de simulation, d'implémentation et puis finalement de programmation dans le composant. À côté de ça, on trouve une étape supplémentaire qui concerne le SDK pour le développement logiciel, parce que dans ce type de composants, les types de composants ciblés par Vivado, on va également trouver des cœurs de processeurs, et ces cœurs de processeurs, on pourra les programmer avec le SDK. Alors, un exemple de projet qui pourra mêler par exemple un processeur ARM et différentes IP dans la zone programmable logique. Donc c'est par exemple ici un projet relativement simple qui permet de réaliser ce qui correspond au jeu Pong. On trouve le Zinc, partie processeur, et ensuite on va trouver dans la partie logique programmable une IP Pong, IP utilisateur et différentes IP qui sont des IP donc disponibles dans le catalogue des IP Vivado. Entre les deux, on trouve un système d'interfaçage avec ce qui correspond au bus AXI que je ne développerai pas ici. Alors au niveau matériel, voilà ce que l'on va utiliser pour les travaux pratiques. Donc pour ces travaux pratiques, j'utilise un Zinc 7010. Donc ce Zinc 7010, c'est donc un système on-chip de chez Xilinx avec une partie Processing System dans laquelle on trouve en fait deux cœurs ARM Cortex A9 avec ses périphériques usuels. Donc ça veut dire contrôleur USB, contrôleur Ethernet, contrôleur CAN, contrôleur I2C, différents timers, etc. Dans la partie programmable logique, on va trouver des éléments de la série des FPGA de la série 7 de chez Xilinx, Artix 7, Kintex 7. On trouve également différents composants périphériques sur cette carte que je vais vous détailler maintenant. Donc sur cette carte que voici, on a donc le Zinc qui se trouve à cet endroit-là. On va trouver de la mémoire DDR, 512 mégas, donc un pavé mémoire qui se trouve de ce côté-ci, un pavé mémoire qu'on va retrouver de l'autre côté. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'électronique, on peut constater la présence de multiples capacités de découplage juste autour du Zinc, qui se trouve donc ici. C'est un Zinc 7010 qui comporte 400 broches. Et puis ensuite, donc différents périphériques, comme je le disais initialement. Et parmi ces périphériques, on va trouver la possibilité de sortir sur du VGA. On a une entrée-sortie HDMI. On dispose d'un port Ethernet. On dispose également d'un port USB OTG, c'est-à-dire que c'est le cœur ARM qui va donc contrôler ce bus USB. On trouve
une prise USB pour réaliser la programmation avec une interface USB série. Et on va encore trouver, pour finir, différents boutons poussoirs, quelques LED, des commutateurs et un codec audio pour pouvoir faire du traitement audio par l'intermédiaire des prises que vous trouvez ici. Alors l'objectif du module qui est proposé en seconde année à l'UT de Nantes, c'est donc de connaître les composants logiques programmables, CPLD, FPGA, SOC. Et on va également explorer différentes voies de développement d'un système à base de SOC. D'abord en s'intéressant uniquement à la partie logique programmable seule, en faisant de la synthèse à partir de code source en VHDL. Une application SOC avec une IP existante ou des IP existantes, c'est-à-dire la création d'un système qui intègre un cœur ARM dans la partie PS, Processing System du composant, connecté à la zone logique programmable qu'on va par la suite appeler PL, Programmable Logic. Et on va s'intéresser bien sûr dans cette partie-là à la programmation du cœur ARM en langage C. Objectif, écrire un programme qui pourra communiquer avec la partie logique programmable. Une autre application, cette fois-ci SOC avec des IP personnalisés décrits en VHDL. Donc là, création d'un module IP décrit en VHDL et intégration de ce module IP dans un projet plus général avec mise en œuvre en programmant le cœur ARM en langage C et en communiquant donc avec cette IP personnalisée. Alors IP, je vous rappelle, c'est les modules de propriété intellectuelle. Et ensuite, un projet. Cette année, par exemple, le projet Pong, avec création d'IP en VHDL. Ça, c'est pour générer les signaux VGA, pour l'exemple du Pong. Et l'intégration du module IP dans le projet précédent, mise en œuvre en programmant le cœur ARM en C, avec cette fois-ci, pour la programmation en C, tout ce qui concerne la gestion des déplacements des raquettes et de la balle pour le jeu Pong. Donc, dans le module IP en VHDL, je réalise finalement ce qui correspond à la vue de mon système. Je génère les signaux VGA, c'est-à-dire les signaux de synchronisation, et également les signaux RVB qui permettent d'afficher mes raquettes, ma balle. Et dans la partie intégration, avec le cœur ARM, je vais traiter donc le déplacement de la balle en exploitant les informations qui proviennent des boutons poussoirs, des commutateurs pour le déplacement des raquettes. Alors, au cœur de ce système, le composant logique programmable System on a Chip Zinc 7000. Alors, c'est donc à lui que l'on va s'intéresser maintenant. Alors, System on Chip, ça désigne en fait un système sur lequel on trouve tout sur la même puce. Donc, on le voit ici clairement, ce sont donc des entrées-sorties analogiques. Ces entrées-sorties analogiques, évidemment, elles sont traitées en numérique par intermédiaire de convertisseurs analogiques numériques d'un côté, numérique analogique de l'autre côté. On trouve toute une partie qui correspond à ce qu'on trouve généralement dans l'environnement des microcontrôleurs, un processeur, des fonctions DSP, PLL, des puces de communication, donc ici de l'USB, d'Ethernet, du JTAG, de l'I2C, du CAN, etc. Je ne vais pas tout développer. Un contrôleur de mémoire pour pouvoir connecter de la mémoire rapide, dynamique, avec des capacités importantes, de la mémoire flash, etc. Un exemple d'utilisation dans un produit de série, par exemple, le Zinc dans sa version 7020 est utilisé dans les oscilloscopes Siglent, qui sont des oscilloscopes d'entrée de gamme, oscilloscope à peu près à 500 € en 2 x 100 GHz ou 2 x 100 MHz ou 2 x 200 MHz. Donc ici un 4 x 200 MHz. Donc on voit que ce sont des produits, ces Zinc, qui vont être très importants dès qu'on a besoin de faire du traitement rapide et d'avoir une forte capacité de personnalisation du produit, puisque toute la partie logique programmable est donc personnalisable et va s'adapter aux besoins du client pour une application spécifique. La partie Processing System. Alors cette partie, elle est constituée pour les Zinc d'un simple ou d'un double cœur ARM. Dans le cas qui nous intéresse, ce sera un double cœur. On trouve de la mémoire. Donc là, je parle de ce qui se trouve vraiment à l'intérieur du Zinc et pas de ce qu'on va pouvoir mettre autour sur une carte.
Donc 512 kg de mémoire partagée entre les CPU, 256 kg de RAM embarqués sur la puce, et puis différentes interfaces pour des mémoires de plus grande capacité, on en a parlé tout à l'heure, DDR3, DDR2, du Direct Memory Access, pour que les périphériques externes puissent accéder facilement à la mémoire sans que le CPU intervienne. Ça, c'est très important quand on veut faire du traitement rapide. Et puis de nombreux périphériques. Alors ces nombreux périphériques, c'est de l'interface Ethernet, du bus USB, du bus CAN, du bus SPI, I2C, UART. J'ai déjà un petit peu parlé de ça tout à l'heure. Plein de GPIO, 54 sur cette version-là. Un contrôleur de mémoire flash, des timers, un contrôleur d'interruption, pardon. On trouve également des éléments qui permettent de gérer tout ce qui est sécurité. Et on va trouver également toute une partie qui va permettre d'interconnecter tous ces éléments, et en particulier d'interconnecter le double cœur ARM avec la partie logique programmable qu'on va voir en dessous tout à l'heure, donc avec tout ce qui correspond au bus AXI ou le système d'interconnexion en bas. Alors sur ce système on-chip, on trouve donc une partie également logique programmable. Donc je vous le disais tout à l'heure, cette partie elle est basée sur les FPGA Artix 7 pour les Zinc 7010. Pour les versions un peu plus importantes, on va travailler avec des modules qui sont issus de la série Kintex 7. Ça, ce sont des FPGA de chez Xilinx. Des blocs configurables CLB, dans lesquels on va trouver des systèmes lookup table, des bascules, des blocs RAM, de la mémoire double port, des blocs DSP. J'ai détaillé tout ça tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler davantage. Et enfin, un système d'entrée-sortie avec des entrées-sorties qui sont très variées, avec des standards électriques variés. Un bloc donc, pour pouvoir communiquer avec un bus PCI Express, des transceivers haut débit. Alors haut débit, ça veut dire ici 12,5 gigabits par seconde, du bus JTAG et des convertisseurs analogiques numériques, donc relativement haute résolution étant donné la fréquence de conversion qui est de 1 mégasample par seconde. Alors ici, on peut voir quelles sont en fait les ressources de la partie logique programmable. Je m'intéresse plus particulièrement maintenant à cette partie logique programmable, parce que c'est celle dont on est la plus proche. On a déjà vu ça avec les CPLD au cours de la première année. Pour le Zinc 7010, c'est donc sur une base Artix 7. Et ici, on peut voir les différentes capacités. Par exemple, quelque chose qui peut être frappant, c'est le nombre de bascules disponibles dans ce système, qui est ici de 35 200 bascules. Et sur le plus gros, on atteint 555 800 bascules, avec, on va le voir tout à l'heure, 444 000 CLB. Donc pour ce qui nous intéresse, on est donc à 28 000 CLB. Alors la souris n'était pas au bon endroit. Donc 28 000 CLB, voilà, ça apparaît ici. Alors un CLB justement, qu'est-ce que c'est? Dans un CLB, je trouve deux éléments. Un slice 0, un slice 1. Donc ces slices, ils sont constitués de LUT, lookup table, quelque chose qui permet d'implémenter une table de vérité, un système combinatoire, mais également de la mémoire, etc. On va trouver 16 bascules. On va trouver également deux signaux pour pouvoir réaliser de la retenue sur des calculs arithmétiques, du chaînage de retenue, de la mémoire distribuée et des registres à décalage. Donc voilà un petit peu comment c'est architecturé, et là on voit effectivement le système de communication en termes de retenue entre les différents CLB adjacents. À l'intérieur de ces CLB, donc des slices M, un premier type de slice, avec, on le voit ici, donc des LUT en entrée. Donc ces LUT, ce sont soit ce qu'on correspond vraiment à un LUT, c'est-à-dire
un système qui permet d'implémenter une table de vérité avec 8 entrées. Soit ce sont des mémoires RAM, on peut les convertir en mémoire RAM avec jusqu'à 256 bits, donc en simple port pour ces luttes. On peut également les convertir en 128 bits double port, ça veut dire que deux systèmes peuvent communiquer avec cette mémoire 128 bits. Donc voilà pour la version en mémoire 256 bits. Alors, sur ces luttes, deux sorties combinatoires. Ces sorties combinatoires, bien sûr, on va les exploiter en sortie. Et soit on va les conserver en combinatoire, soit on va les mémoriser dans les différentes bascules disponibles en sortie. Et donc ici, un total de 8 bascules D ou 4 verrous. C'est selon l'usage que l'on veut faire. Alors on peut voir ici les sorties qui sont purement combinatoires où on passe par ce multiplexeur-là pour récupérer les sorties uniquement combinatoires ici et ici. On trouve également des slice L un petit peu plus simples dans lesquels finalement on retrouve la même structure que tout à l'heure sans la possibilité de convertir les luttes en mémoire. Bien, alors on peut s'intéresser maintenant aux autres éléments que l'on va trouver dans cette partie FPGA, si j'ose dire. Des blocs RAM de 36 kilobits, double port, ce qui permet à deux périphériques de communiquer sur cette même mémoire. Alors ici, une version en port simple et ici la version double port. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir deux systèmes qui vont utiliser la même mémoire, qui vont partager la même mémoire, sans avoir à se soucier des accès de l'autre partie. Il y a également de la mémoire FIFO, First In, First Out, qui permet de réaliser des tampons, tout simplement. On trouve des blocs DSP. Alors ces blocs DSP sont particulièrement intéressants quand on veut faire du calcul, quand on veut faire de la convolution, quand on veut faire du filtrage. Donc toutes les opérations de traitement de signal usuel. Dans ces blocs de DSP, on trouve donc une fonction vraiment importante qui est donc le Multiply Accumulate, ce qu'on appelle la fonction MAC des DSP, qui réalise l'opération suivante, A prend pour valeur A plus X fois Y. Tout ça, ça se fait bien sûr usuellement en un cycle d'horloge quand on est dans un DSP. Et ici, on va disposer de beaucoup de DSP que l'on va pouvoir utiliser en parallèle à l'intérieur du composant. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, on l'avait tout à l'heure. Je ne vais pas remonter jusqu'à la diapo, c'est un petit peu trop loin. Mais voilà ce que ça donne en termes de puissance de calcul, c'est-à-dire 100 gigamac par seconde pour un DSP de type, pour un zinc de type 7010, 1334 gigamac pour des zinc de type 7045. Donc c'est vraiment une puissance de calcul très importante dans des composants qui ont des consommations relativement réduites pour cette puissance de calcul. On trouve enfin des circuits d'horloge, donc avec un système qui permet de manager différentes horloges, multiplier et diviser les fréquences. L'objectif, c'est avec 100 MHz en entrée, je fabrique toute une gamme de fréquences en sortie. Avec la possibilité, évidemment, d'alimenter notre cœur ARM à une fréquence qui peut aller de 650 MHz à 1 GHz en fonction des versions du zinc. On va également trouver des PLL, qui sont des versions simplifiées du Mixed Mode Clock Manager, avec différentes sorties. Pardon. Donc différentes sorties qui pourraient être décalées temporellement avec ici un système de déphasage. Donc ça, c'est particulièrement intéressant quand on veut faire des communications numériques pour lesquelles on a besoin d'avoir des horloges décalées dans le temps. On va terminer avec les blocs d'entrée-sortie. Ces blocs d'entrée-sortie, on le voit ici,
ils permettent de travailler avec des signaux qui sont très variés. Ça va être du LVTTL ou du LVCMOS par exemple, en 1,8 volts et 3,3 volts. Donc ça typiquement, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'interfaçage avec des circuits logiques d'usage relativement généraux, pour des fréquences qui sont en deçà de 100 MHz. Au-delà, on utilise d'autres types de signaux. Les signaux SSTL, HSTL, ce sont les signaux que l'on va trouver pour pouvoir manipuler de la SDRAM, les signaux de SDRAM, DDR, DDR3, etc. On va également trouver des signaux de type LVDS. Alors ces signaux LVDS, ce sont des signaux différentiels pour pouvoir réaliser des communications à très fort débit et surtout avec une faible émission électromagnétique. Ça, c'est ce qu'on va utiliser par exemple sur les prises HDMI. On trouve évidemment la possibilité de s'interfacer avec du PCI ou PCI Express. Donc là, ce sont les bus locaux que l'on utilise dans les PC pour la connexion de cartes d'extension, par exemple les cartes vidéo. Et enfin, des transceivers multi-gigabits. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans les systèmes, je ne trouve pas le nom. Oui, dans les systèmes de communication, par exemple, pour l'ADSL. Voilà, sur tous les réseaux où l'on va avoir des flux d'informations très importants avec la connexion de beaucoup d'utilisateurs, par exemple, on va pouvoir utiliser ces transceivers multi-gigabits. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires, évidemment. À bientôt pour d'autres vidéos.